La parole est à Monsieur Philippe Noche, du groupe SRC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, les sénateurs ont profondément modifié le texte du projet de loi bioéthique tel que nous l'avions adopté en première lecture. Je souhaiterais pour ma part revenir sur deux aspects de ce texte sur lesquels nous allons devoir débattre à nouveau. Ces deux points sont à mes yeux fondamentaux. Il s'agit de la recherche sur l'embryon, d'une part, et de l'accès à l'assistance médicale à la procréation, d'autre part. En ce qui concerne la recherche sur l'embryon, la position du Sénat a le mérite de permettre de faire progresser les choses dans le sens de la responsabilité, de la clarté et de la mise en perspective pour les équipes de recherche. De quoi s'agit-il? Il s'agit de sortir d'un régime d'interdiction-dérogation, tel que nous le connaissons aujourd'hui, pour établir un régime d'autorisation encadrée, ce qui, à nos yeux, constitue un véritable progrès, au moins dans la sincérité de l'expression. Nous considérons en effet que le régime d'interdiction avec dérogation, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'apporte pas plus de garanties qu'une autorisation encadrée, dans la mesure où l'encadrement de ces recherches par l'Agence de biomédecine sera maintenu. Je tiens également à rappeler que le régime d'encadrement proposé est extrêmement strict. En effet, les protocoles de recherche sur un embryon humain ou sur les cellules souches embryonnaires ne pourront être autorisés que s'ils remplissent plusieurs conditions cumulatives. Il faut à la fois que la pertinence scientifique de la recherche soit établie, que la recherche soit susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs, qu'il soit impossible, en l'état actuel des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons, même si cette formulation pose problème quant à son interprétation, et que le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur les cellules souches embryonnaires et les embryons. Dans ces conditions, il me semble que nous pouvons considérer que cet encadrement présente une garantie importante du point de vue de l'éthique et du respect dû à l'embryon, car il s'agit bien d'utiliser des cellules d'embryon ne faisant plus l'objet d'un projet parental et voué à la destruction. Et j'insiste particulièrement sur l'aspect éthique des choses afin de dépasser d'autres débats qui n'ont pas lieu d'être ici. Je considère en effet qu'il n'y a pas de position philosophique ou religieuse qui serait le bien avec un grand B et au nom de laquelle interdire ces recherches, tout en autorisant d'ailleurs à trouver des arrangements lorsque c'est nécessaire avec des dérogations accordées en fonction des besoins. Toutes les positions sont respectables, mais elles doivent être regardées au travers du principe de laïcité qui régit notre République. Je conclurai sur ce point en rappelant que ces recherches représentent un formidable espoir pour les malades, leurs familles, pour la recherche sur la procréation médicalement assistée elle-même et sur les causes d'infertilité, et que les découvertes sur les cellules souches adultes et les cellules de cordon ne remplacent pas celles sur l'embryon et les cellules embryonnaires. Et la rigueur même d'une démarche scientifique impose que l'ensemble des trois voies puissent être examinées en parallèle, quand il y a possibilité de parallèle, de façon à bien savoir ce que l'on fait. J'en viens au second point que je souhaite aborder dans cette intervention liminaire, l'assistance médicale à la procréation. Si c'est un sujet scientifique et médical, elle est aussi devenue un sujet sociétal. On ne peut, à mon sens, se limiter à son seul aspect de traitement médical palliatif à l'infertilité. La société s'interroge désormais plus largement sur le droit à fonder une famille, c'est-à-dire sur la légitimité d'avoir un projet parental. C'est l'évolution de l'AMP qui a créé ce débat. Inexistant lorsque la technique était uniquement endogène, il a émergé quand a été fait usage du don d'une tierce personne. Dans quelle situation législative nous trouvons-nous aujourd'hui? Après que le projet de loi ait prévu l'accès aux couples pacsés, les sénateurs ont ouvert cette possibilité à l'ensemble des personnes formant un couple, et à la condition que ces personnes soient vivantes, en âge de procréer et aient consenti. Je me permettrai de saluer ici la sagesse des sénateurs.
car il ne s'agit pas de valider un quelconque désir d'enfant ou droit à l'enfant, mais bien de valider la constitution d'un projet parental, c'est-à-dire le droit à fonder une famille. Le problème fondamental est bien celui du statut de l'assistance médicale à la procréation. Doit-elle rester médicale dans ses indications, c'est-à-dire réservée au seul traitement palliatif de l'infertilité? Je ne le crois pas. Au contraire, tout en restant bien sûr médicale dans sa réalisation, dans ses techniques, avec un encadrement éthique et une logique non mercantile, elle doit avoir des indications à la fois médicales et sociétales permettant l'exercice réel du droit à un projet parental. En l'état actuel des possibilités matérielles autorisées et non remises en cause, j'ai la conviction que nous devons offrir cette possibilité à toutes les femmes qui ont ce projet parental, qu'elles soient célibataires, en couple avec un homme ou en couple avec une femme. Cette question naît pour moi de la prise en compte conjuguée des droits de l'homme, de l'évolution scientifique et technique et de la demande sociétale. Je vous remercie.